Bonjour à tous et à tous. Merci de me suivre sur ce direct vidéo sur ma page Facebook. J'espère que le confinement se passe bien pour tout le monde, puisqu'on est tous suspendus à la fin de ce confinement qui nous est annoncé pour le 11 mai prochain. Ça fait maintenant 1 mois et demi qu'on est à nos domiciles, à appréhender la vie de manière un petit peu différente à cause de cette pandémie de coronavirus. Et je trouvais euh, intéressant le fait de pouvoir m'exprimer sur certains sujets qui forcément sont un petit peu plus prégnants avec cette crise de Covid-19, puisque nos vies ont un petit peu changé depuis 2 mois, les choses se sont un petit peu accélérées, et il était nécessaire, je pense, qu'il y ait cette expression entre nous. Pourquoi je vous ai demandé, si vous souhaitez, de me poser vos questions, et vous pouvez encore le faire naturellement en commentaire. Je vais bien sûr parler un petit peu de la campagne des élections municipales, puisque ça nous a mobilisés, ça m'a mobilisé personnellement pendant un petit peu moins d'1 an, pendant 7 8 mois. Et puis, essayer de dresser des perspectives dans une situation qui n'est pas facile, puisque naturellement, il y a cette pandémie, il y a des questions qui se posent sur comment endiguer cette pandémie, quelles sont les bonnes solutions. Et je crois que très peu d'entre nous sommes spécialistes. Moi, je ne suis pas spécialiste. J'ai des intuitions, j'essaye d'exercer un jugement rationnel, et non pas passionnel, mais enfin, je ne sais pas, je ne sais pas exactement que faire. Et en même temps, j'ai l'intuition qu'écouter le gouvernement n'est pas toujours la meilleure chose à faire, comme beaucoup d'entre vous. Alors j'ai reçu une question tout d'abord. Enfin, j'ai reçu deux questions qui sont un petit peu liées. Bonjour Monsieur Boucher, quel regard portez-vous sur les dernières élections municipales? Et puis une question de notre camarade Jean-Pierre Bonnel qui rejoint un petit peu la première. Jean-Pierre est un de nos colistiers sur la liste que je conduisais à l'élection municipale. C'est un de nos militants nazériens du Rassemblement national. Bonjour Gauthier, comment va se dérouler la fin des élections municipales? Le premier tour va être annulé. Va-t-il être annulé, c'est tout. Va-t-il être annulé? Bah, j'en sais guère plus que vous. Vous voyez sans doute circuler beaucoup d'informations, dont certaines sont contradictoires, puisque nous avons eu donc ce premier tour de scrutin le 15 mars dernier. En toute logique, un deuxième tour devait avoir lieu une semaine après, donc le 22 mars, comme il est d'usage. Et nous avons eu un certain nombre d'injonctions contradictoires du gouvernement qui, l'avant-veille du scrutin, a tout à la fois indiqué aux Français que les élections étaient maintenues et qu'il incitait les Français à exercer leur devoir civique, leur devoir d'électeur. Et dans le même temps, il y a eu les premières incitations à des mesures de distanciation sociale, les fermetures des cafés, des cinémas, de tous les lieux qui étaient, selon l'expression consacrée, qui n'étaient, je crois, pas utiles à la vie de la nation. Donc il y a eu cette contradiction, laquelle contradiction n'est pas apparue quelques semaines avant le scrutin, ce qui aurait permis aux Français sans doute de se préparer. Mais 2 jours avant le scrutin, 3 jours avant le scrutin, très exactement, 2 jours et demi, puisque nous avons eu l'intervention présidentielle le jeudi à 20h, pour un scrutin commençant le dimanche suivant à 8h. Donc, Jean-Pierre, pour te répondre, comment va se dérouler la fin des élections municipales? Je n'en sais pas plus que toi, pas plus que ce que tu peux lire sur les réseaux sociaux et voir dans les médias. Maintenant, la logique, je crois, y compris la logique la logique constitutionnelle, si je puis dire, voudrait que les élections maintenant, enfin le second tour des élections ne pouvant a priori pas être maintenu à la fin juin comme il avait été initialement annoncé par le gouvernement, probablement, ces élections se tiendront-elles soit à l'automne, soit voire en mars
prochain, en mars 2021, et il faudrait alors, en toute logique, recommencer les opérations électorales de zéro. C'est-à-dire refaire y compris le premier tour de l'élection. Parce que vous comprenez bien qu'il ne peut y avoir de... Enfin, il serait étrange qu'il y ait plusieurs mois de... Il serait étrange et inconstitutionnel surtout qu'il y ait plusieurs mois entre deux tours d'un scrutin, ces deux tours ne pouvant être dissociés. Voilà, il y a des gens qui, étant sur une liste, peuvent changer d'avis, il y a des gens qui peuvent, au-delà du Covid, qui peuvent décéder, ça peut arriver. Voilà, on ne peut pas dissocier comme ça de plusieurs trimestres de scrutin. Dans quel cas il faudrait refaire les opérations électorales de zéro. Rien de tout cela n'est décidé réellement. Dans quel cas, si les élections seraient refaites, naturellement, déjà au passage, elles ne seraient pas refaites dans les communes qui ont élu leur maire dès le premier tour, et cela concerne tout de même 30 000 communes environ en France, 30 000 sur 35 000, parce que le maire y a été élu avec eh bien, plus de la moitié des suffrages exprimés dès le premier tour. Mais enfin, il y a quand même 5 000 communes où il faudra les refaire. Dans quel cas, si Saint-Nazaire serait concerné naturellement. Puisque le maire sortant a obtenu à peu près 39% des suffrages exprimés. Si les opérations électorales sont refaites de zéro, naturellement, nous, la liste Rassemblement National Union Nazérienne, eh bien, repartirons au combat et redéposerons une nouvelle liste, une liste remaniée, un projet sans doute amélioré, peaufiné. En tout cas, nous repartirions dans cette élection municipale, qui aussi permettrait sans doute, et ce sera mon second point, Jean-Pierre, et tous les autres qui m'écoutaient, ça permettrait aussi de clarifier certaines choses, parce que j'ai expliqué ce que tout le monde sait, à savoir que le second tour de l'élection a été, pas annulé, mais enfin reporté de plusieurs mois. Le premier tour n'en a pas pour autant été pleinement objectif, puisqu'il y a eu quand même un certain nombre de phénomènes. Alors des phénomènes qui sont normaux, et qui ne nous appartient pas de juger, qui appartiennent au mécanisme des élections, si vous voulez, et puis des phénomènes qui sont directement liés à la pandémie. Bon, il y a tout d'abord eu une prime aux maires sortants dans la plupart des communes. Ça, c'est plutôt quelque chose de normal. Même si, certainement, le contexte de pandémie a renforcé cette dynamique, puisque bon, les maires sortants, pour peu qu'ils aient un bilan, ne serait-ce que moyen, ont plutôt tendance à être réinvestis par leurs électeurs, et même parfois ceux qui ne sont pas leurs électeurs. Enfin, les maires sortants ont plutôt tendance à être réélus. Mais dans ce contexte de crise, il y a eu aussi un réflexe conservateur, en quelque sorte, hein, une volonté de stabilité dans un contexte sociopolitique qui était incertain. Et donc, certainement, la volonté des électeurs de reconduire d'autant plus l'équipe sortante. Dans la plupart des communes, ici aussi, y compris à Saint-Nazaire. Et puis, il y a eu un phénomène beaucoup plus palpable, parce qu'après tout, c'est vrai, je pense, mais c'est aussi un petit peu subjectif, de quantifier l'effet de la crise sur la prime au sortant. Et c'est il est beaucoup plus facile de quantifier en revanche quelle a été la surabstention de certains électorats dans ce premier tour de l'élection municipale, surabstention, je le précise, causée directement par la pandémie de coronavirus. Ça, on en avait l'intuition à partir de quelques jours avant le premier tour de scrutin. On en a eu, y compris la démonstration, le lendemain du scrutin, avec une étude qui a été faite le jour même du vote, c'est-à-dire le 15 mars, par l'Institut français d'opinion publique, l'IFOP, sur quelle
quels avaient été ce qu'on appelle les taux d'abstention par proximité partisane, c'est-à-dire les électeurs d'un parti donné, ou dans le cas présent d'une liste donnée, oui, donc qui peut rassembler plusieurs partis, enfin d'une tendance, disons, les taux d'abstention en fonction des partis dont on se revendique. Donc pour nous autres qui nous revendiquons du Rassemblement national et de ses idées, et de ses candidats, et de ses listes, eh bien le taux d'abstention du RN, lequel taux d'abstention était de 55%. Ça veut dire que en moyenne en France, dont probablement à Saint-Nazaire ça ne va pas être tellement différent, 55% des électeurs du Rassemblement national sont abstenus le 15 mars au premier tour de l'élection municipale. 55% contre une moyenne nationale que à peu près de 35-38% pour une élection municipale. C'est-à-dire à peu près 17 à 20 points de plus. Pas 17 à 20%, 17 à 20 points de plus. Donc une surabstention, si on fait le calcul, c'est un peu technique, mais c'est intéressant à faire, une surabstention de l'électorat RN de plus de 40%, qui forcément abaisse les résultats un peu partout, qui forcément fausse les résultats un peu partout, et qui forcément, pour reprendre le propos de beaucoup de maires qui ont fait part de leur étonnement à la suite des résultats du premier tour de scrutin, c'est quelque chose qui a faussé, comme on dit dans le jargon, qui a faussé la sincérité du scrutin. Et ce que je dis de manière forcément un petit peu en étant jugé parti dans cette affaire, puisqu'ayant étant moi-même candidat à l'élection municipale, presque toutes les formations politiques peuvent le dire en réalité. En tout cas, France Insoumise peut le dire, dont l'abstention des électeurs est de 49%, donc là aussi supérieure à la moyenne nationale. Même à la rigueur, le Parti Socialiste peut le dire, puisque son abstention serait de 42%, et plus étonnamment, un électorat qui en apparence, s'est bien mobilisé, pas tellement dans les petites villes, mais dans les grandes villes moyennes, on peut dire, et dans les métropoles, comme l'électorat écologiste, au sens l'électorat d'Europe Écologie Les Verts, étonnamment, selon cette étude, se serait abstenu à 60%. Ce qui implique que même pour cet électorat, s'il y avait eu une abstention normale, sans les injonctions contradictoires, avec peut-être le fait de repousser l'élection de quelques mois, probablement que les scores auraient été plus importants, y compris pour cet électorat. Pas simplement pour l'électorat du Rassemblement national, même c'est ce qui nous intéresse dans le cas présent. Et là où c'est intéressant et révélateur, c'est que deux électorats se sont correctement mobilisés, qui sont l'électorat des Républicains, avec 60% de participation, et, de manière révélatrice, l'électorat gouvernemental des listes République en Marche, Mouvement démocrate, Agir, avec 63% de participation. C'est-à-dire, finalement, le taux de participation moyen à une élection municipale. Autrement dit, l'électorat macroniste, qu'on sait être plutôt âgé, plutôt de classe moyenne, voire classe moyenne supérieure, plutôt urbain, voire vivant plutôt en métropole, cet électorat, il s'est mobilisé à 100%. Peut-être même un peu plus que d'habitude. En tout cas, 100% de l'électorat qui devait aller voter pour ce jour-là s'est mobilisé, tandis qu'il a manqué 40% et même un peu plus de l'électorat du Rassemblement national. Eh bien, faites un calcul à Saint-Nazaire, avec notre score qui n'a pas été fameux, j'y reviendrai, plus 40%, ça nous fait, ça change les choses, ça nous fait passer au-delà des 10% de suffrages exprimés au premier tour, sachant qu'il y aurait ensuite des reports de voix au second tour, et que nous aurions non seulement maintenu notre présence au conseil municipal, peut-être gagné des élus. Enfin, les choses ne sont pas complètement jouées, puisqu'il y aura peut-être, sinon probablement, les opérations électorales qui seront refaites de zéro, avec
peut-être un premier tour qui sera refait, mais nous devons tirer les enseignements de ce scrutin qui, comme j'ai pu l'écrire quelques jours après l'échéance, a été volé aux Français. Il n'y a pas eu de, il y a pas vraiment de, ce scrutin n'est pas vraiment représentatif du sentiment des Français. Il n'est représentatif que de la peur légitime de beaucoup de Français qui ont eu peur soit d'être contaminés, soit de contaminer eux-mêmes, les autres, puisqu'on peut avoir ce virus sans le savoir, mais tout en contaminant les autres. Il y a eu la crainte légitime des Français, qui forcément est devenue une surabstention que l'on peut comprendre et qui rend ce scrutin d'autant moins représentatif. D'où la demande qui est formulée par beaucoup de maires, beaucoup de citoyens, quelles que soient les appartenances politiques, de refaire ces élections de zéro, pour qu'elles soient pleinement représentatives. Et j'avais une autre question qui est plus ou moins corrélée à la première question de Frédéric. Bonjour Gauthier, comment juges-tu le traitement politique de la pandémie de coronavirus? Question un peu large, puisque ça implique à la fois des dimensions locales, nationales, internationales. Tout d'abord, moi je veux dire rapidement, ce que j'ai pu évoquer en introduction, que moi je juge le traitement politique qui est fait par les États et par les collectivités de cette pandémie, je juge ça avec prudence, puisque je ne suis pas, comme la plupart d'entre nous, comme 95% ou 99% d'entre nous, je ne suis pas spécialiste des problématiques de santé. J'ai des intuitions, j'ai des raisonnements que j'essaye de considérer prioritairement par rapport à mes passions, si vous voulez. J'ai des intuitions sur ce sujet, mais par exemple, j'ai l'intuition partagée par l'immense majorité des Français qu'à la fois on a dit n'importe quoi sur les masques, et qu'en réalité les masques sont, même des masques en tissu sont mieux que rien, et les masques et les véritables masques, a fortiori, sont une priorité, mais ce sont des intuitions que j'ai. Et donc je pense qu'il faut considérer avec prudence, avec raison, sans emballement, cette pandémie de coronavirus. Sur un plan plus national, et ça n'étonnera personne, je considère que sur ce sujet, la présidente de ma formation politique, Marine Le Pen, s'est exprimée clairement et constamment de la même manière sur ce sujet, et s'est exprimée très tôt, dès que cette crise est apparue en Chine. Nous avons l'intervention de Marine Le Pen, je crois, à l'Assemblée nationale le 14 février, me semble-t-il, et même avant les interventions médiatiques, qui demandent une fermeture des frontières, qui demandent de prendre d'être le plus attentionné possible sur le possible développement de cette pandémie, le possible développement de cette épidémie qui devienne dès lors une pandémie. Personne ne croit que les virus connaissent les frontières. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. D'où le discours de Marine Le Pen, l'expression publique de Marine Le Pen ces dernières semaines et ces derniers mois maintenant, qui a constamment répété le souci d'un retour aux frontières physiques, des frontières qui ne soient pas des barrières, mais qui soient des filtres et qui nous permettent quand il y a des crises de cet ordre-là, de juguler un certain nombre de ces crises. Les frontières que demande le Rassemblement national depuis des années, et qu'on a toujours considéré comme étant quelque chose du domaine du repli sur soi, sont en réalité, et nous le voyons à cette époque de remise en cause des modèles socio-économiques issus de la mondialisation, des choses essentielles. Le XXIe siècle, j'en suis convaincu, c'est une vérité de la palisse, et le Rassemblement national et Marine Le Pen le disent beaucoup mieux que moi, le XXIe siècle sera le siècle des frontières, on ne saura pas. Et si ce n'est pas les frontières, ce sera alors l'anarchie partout dans le monde. Parce que
les pays qui résistent le mieux à cette crise sont globalement les pays qui ont considéré avec le plus de sérieux quel pouvait être le développement de cette pandémie et qui ont pris très tôt des mesures de quarantaine, de vraies mesures de confinement et non pas un confinement un petit peu au petit bonheur à la chance comme je l'évoquerai sans doute un peu plus tard. Ce sont des pays, quoi qu'on puisse en dire, comme la Chine, quelle que soit la nature autoritaire de ce régime. C'est un pays comme la Corée du Sud, que l'on sait être eh bien, un pays non seulement particulièrement développé, comme peut l'être le nôtre sur un plan technique, mais qui, contrairement au nôtre, a des politiques publiques beaucoup plus soucieuses du bien commun et de l'intérêt général, et qui a une vision sans doute beaucoup plus pragmatique des questions de santé publique et beaucoup moins idéologique. C'est un pays aussi comme les Philippines, quoi qu'on puisse en dire sur le caractère parfois un peu brutal de ce régime. Les Philippines sont un pays qui ont globalement bien appréhendé cette crise, de même qu'à une moindre mesure des États comme la Russie, comme l'Inde. Les États-Unis, c'est sans doute plus discutable, mais il y a eu des choses qui ont été faites, notamment pour que le système productif américain ne soit pas complètement anémié par cette crise, qu'il ne soit pas trop influencé négativement par cette crise. Très concrètement, par exemple, Donald Trump a sommé General Motors, donc l'entreprise automobile que tout le monde sait, le géant mondial de l'automobile, de produire des respirateurs pour soigner les patients du Covid. Puisque techniquement, General Motors avait tout à fait la capacité de le faire, eh bien, il a eu une demande gouvernementale, un ordre gouvernemental, que ces respirateurs soient faits. On voit que ce qui existe aux États-Unis, visiblement, n'est pas d'actualité en France, où il n'y a pas eu, de la part du gouvernement, la volonté d'imposer à un certain nombre de sociétés de relocaliser leur activité de production en ce qui concerne les respirateurs pour enrayer cette épidémie. Donc je pense très brièvement, comme Marine Le Pen et un petit nombre de dirigeants politiques ont pu le dire, que les frontières, en l'espèce, sont quelque chose de nécessaire pour endiguer l'épidémie, pour l'étaler dans le temps, de manière à ce que les systèmes de santé de chaque État puissent mieux, ne soient pas submergés, ne soient pas saturés, puissent mieux appréhender ce phénomène, et qu'il y ait finalement une mortalité moindre. Ça me semble être même, c'est même pas de l'analyse politique que je fais, là, c'est si vous voulez, ce sont des banalités que je dis, ce sont des choses du domaine de l'évidence. Si l'épidémie est lissée dans le temps, et que nous n'avons pas une pointe, un pic épidémique, comme on dit, eh bien, les services hospitaliers peuvent beaucoup plus sûrement traiter le flux de malades, c'est évident. Donc je pense que, pour répondre à la question de Frédéric, je pense que le traitement politique de la pandémie de coronavirus, moi personnellement je l'appréhende avec prudence. Je pense que Marine Le Pen a bien agi, bien parlé, avec pondération, avec tempérance, sans excès, et que l'époque est aux frontières, ce sera le siècle des frontières, ou alors le 21e siècle ne sera pas, ce sera l'anarchie partout. Moi je préfère pour ma part qu'il y ait des frontières, qui soient encore une fois des filtres et non des murs, qui soient la manière la plus sûre dont chaque peuple puisse conserver son identité propre, puisse conserver ses intérêts propres, car, et pour conclure, il y a aussi un point qui m'a marqué depuis ces dernières semaines, c'est que ça n'est pas que le retour des frontières, c'est aussi le retour des souverainetés nationales, c'est le retour, au-delà des différentes constructions supranationales, et notamment ce qui nous concerne l'Union européenne, c'est le retour, je suis désolé de le dire, à ce que le général de Gaulle appelait, je crois de tête, les intérêts égoïstes des États. En disant cette phrase, le général de Gaulle disait les États n'ont pas d'amis. Parce que, hélas, les États
Enfin hélas, moi je pense que c'est dans la nature des choses, et c'est ce qu'il faut faire si l'on veut survivre. Les États doivent avant tout protéger les intérêts de leurs administrés. L'État français, s'il agissait correctement, devrait protéger les Français d'abord, et ne pas se préoccuper, par exemple, d'aider prioritairement les Africains, ou ne pas se préoccuper, comme nous l'avons vu, je crois que c'était fin janvier, d'envoyer immédiatement des masques à la Chine, au prétexte que la Chine était le foyer de cette épidémie. Eh bien, les masques que nous avons envoyés nous ont ensuite cruellement manqué, et nous avons mesuré le caractère particulièrement imprévoyant de cette démarche, le fait d'envoyer les masques. Bon. C'est donc un retour aux frontières, un retour aux souverainetés, qui devra nécessairement induire un changement de rapport aux politiques. Et ce que nous voyons en ce moment sur les télévisions avec cette équipe gouvernementale qui, chaque soir, nous propose une politique de gribouille. Je ne reviendrai pas sur un certain nombre de déclarations contradictoires de M. Véran, sur la politique et l'expression publique d'à peu près de Mme Ndiaye, qui nous dit tout et son contraire, dans un fond et une forme qui laisse constamment à désirer. Je ne reviendrai pas sur la démission spectaculaire aussi de Mme Buzyn, qui a préféré se consacrer à l'élection municipale de Paris qu'à son ministère. Tout cela, il faudra y revenir. Et puisque nous sommes aujourd'hui, je le note comme vous, le 23 avril 2020, 3 ans donc après l'élection présidentielle, il faudra y revenir en 2022, et je suis convaincu que Marine Le Pen et le Rassemblement national sauront revenir à une politique qui défende véritablement l'identité et la souveraineté des Français, et seront balayés ce vieux système qui, dans cette crise du coronavirus, a prouvé depuis plusieurs semaines son impuissance. Et le fait que ce système ne protège pas la vie des Français, bien au contraire, hélas. Alors on m'a demandé aussi, par message privé, depuis ces derniers jours, comment je vivais le confinement. Bon, je le vis comme vous, hein, mes amis, je le vis chez moi, parce que moi je respecte le confinement, comme 99,9% d'entre nous. Nous avons eu le 17 mars des règles claires, avec le fait qu'il fallait en gros rester chez nous, selon la formule consacrée, ne sortir que pour des courses, premières nécessités, un peu d'exercice physique, se changer un petit peu les idées, peut-être 1 heure par jour et à proximité de chez soi, mais autant que possible rester chez soi. Et bien c'est ce que je fais en sortant tous les 2-3 jours de chez moi. Là je suis confiné dans le centre-ville de Saint-Nazaire. Je pense que beaucoup d'entre vous voyez un peu où j'habite, hein, c'est en face du paquebot, donc vraiment pas très loin de l'hôtel de ville. Dans le centre-ville de Saint-Nazaire, d'où je vois, hélas, du trafic de drogue qui continue. Ça veut dire que tout le monde n'est pas confiné comme nous le sommes, et que le trafic dont nous nous plaignons, nous nazériens, depuis des mois, continue de plus belle. Ici, dans le centre-ville, encore, c'est assez discret, même si c'est pénible. Dans des quartiers sensibles, comme on dit, par euphémisme, comme la Bouletterie, la Chênaie, comme vous avez pu le voir depuis ces 2-3 dernières semaines, le trafic de drogue, là, pour le coup, s'est franchement développé, ce qui insupporte au possible les habitants de ces quartiers, et on ne peut que les comprendre. C'est ce pourquoi le Rassemblement national de Saint-Nazaire a demandé d'ailleurs à ce qu'il y ait un confinement nocturne, un couvre-feu nocturne de 22h à 6h, sauf naturellement pour les chauffeurs de taxi, pour ceux qui sont amenés à faire des déplacements dans le cadre d'activités médicales, etc. Mais il n'y a pas de raison que les dealers se regroupent en bas des cages d'escalier, en bas des immeubles, pour faire leur trafic avec d'autant plus
d'impunité que, croit-il, personne ne les surveille et personne ne les regarde. Ça, c'est vraiment un irrespect au carré, si vous voulez. On a déjà ces gens qui sont irrespectueux des lois, des règles, du vivre ensemble, que pourtant ils chérissent pour certains. Ils sont, toute l'année, ils sont irrespectueux de ces règles. Ils le sont d'autant plus alors qu'il y a ce confinement qui devrait tous nous inciter à une intelligence collective et intelligence collective dont ils n'ont que faire. Eux plutôt, c'est plutôt une bêtise collective. Donc il a été important, je pense, de faire savoir ce que nous pensions de cette situation et de demander un couvre-feu nocturne qui, naturellement, n'a pas été accordé par la mairie. C'était assez prévisible. Donc moi, je vis le confinement comme vous tous, en m'occupant, en réfléchissant un peu à quelles peuvent être nos perspectives sur un plan politique, mais bon, il n'y a pas que ça. Au-delà de ça, je m'occupe sur un plan intellectuel, en lisant, en écrivant. Je mets la dernière main à ma thèse. C'est maintenant un document de 150 pages à peu près. C'est pas mal, mais c'est pas suffisant pour une thèse. Donc il faut que je profite de ce temps justement pour mettre la dernière main avant soutenance de ma thèse. Et puis je lis pas mal, comme je crois beaucoup d'entre vous. J'ai l'impression que les Français ont repris la lecture, que globalement cette vie entre parenthèses, pour ceux qui ne travaillent pas ou qui ne télétravaillent pas, permet de revenir à une vie un peu plus, comment dirais-je, ralentie, revenir à l'essentiel, et donc la lecture fait partie de ces choses-là, qu'on n'avait pas forcément eu le temps de faire avant, qu'on refait peut-être de manière un peu plus régulière. Bon, moi personnellement, je lis pas mal de choses d'histoire, c'est un peu mon tempérament, et je lis plutôt plusieurs livres en même temps qu'un seul livre. Ça, je suis vraiment de nature à grappiller comme ça dans plusieurs bouquins. J'essaie de jamais lire moins de 30 pages par jour, ce qui paraît peu, je pense, c'est beaucoup en même temps, parce qu'il faut déjà les lire, ces 30 pages. C'est, je dirais, une hygiène intellectuelle que je m'impose depuis plusieurs années, donc je n'ai pas tellement de raison d'y revenir, même si là, pour le coup, j'ai plus de temps pour le faire. Voilà, je lis des livres, si des gens sont curieux, des livres comme ça. Saint-Nazaire d'une république à l'autre, 1945-1962. Un petit bouquin que j'ai trouvé à une brocante il y a de ça un an. Une brocante à Nord-sur-Erdre, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est à Nord-sur-Erdre que j'ai trouvé ce petit bouquin, que je ne m'attendais pas du tout à trouver. Un petit bouquin de l'Arrêt-Morche, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est l'Arrêt-Morche, je crois que c'est une association plus ou moins proche du Parti communiste nazérien, mais qui a fait un bon ouvrage collectif sur quelle est la situation politique de Saint-Nazaire durant les années d'immédiate après-guerre, 4ème République et début de la 5e. Donc ça permet de savoir eh bien, d'où on vient en quelque sorte. Même si moi, naturellement, je ne me revendique pas des idées communistes, mais c'est intéressant de voir que la gauche à Saint-Nazaire, ça va et ça vient quand même. Par exemple, pour revenir au Parti communiste, les scores de 2020 ne sont plus tout à fait les scores de 1947 ou de 1953. Hein. Bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais ça permet comme ça de voir les évolutions d'une ville au long cours. Évolution d'autant plus intéressante que Saint-Nazaire n'est pas n'importe quelle ville, et comme j'aime à le dire, enfin je dis une vérité, hein, sans jugement particulier, c'est une ville d'histoire récente, façonnée par la révolution industrielle, façonnée par le mouvement ouvrier, par le syndicalisme, par les syndicalismes au pluriel d'ailleurs, parce que le syndicalisme est à la fois révolutionnaire et réformiste, si on peut dire. Donc, forcément, eh bien, dans une ville qui, de ce fait, est à gauche depuis un siècle, il n'est sans doute pas facile de changer les choses en 6 ans. Et nous devons nous y employer, certes, mais sans méconnaître quelle a été l'histoire de notre ville. Moi, je ne suis pas de ceux qui ne s'intéressent pas à l'histoire
local, national ou mondial. Enfin, j'aime savoir ce qu'il y avait eu avant moi. Je me considère ce qu'il y a eu avant moi, oui, c'est ça. Je dis des choses que tout le monde sait. Enfin. Et au-delà de ça, je lis aussi des livres pas mal sur la période Troisième République, Révolution française. Ça, c'est pas vraiment, c'est plutôt Mona Ozouf. C'est plutôt un essai historique et politique, là, quelque part, de Révolution République. Je crois que c'est une somme de ces cours compilés. Je crois que c'est des cours au Collège de France, je ne voudrais pas dire de bêtises. Bon, je lis ça. Ça me permet d'avoir une vision un peu en dehors de... Puisque Mona Ozouf est une historienne plutôt de gauche, hein, ça me permet d'avoir une vision en dehors de mon mode de pensée habituel, si vous voulez. Je pense qu'il est intéressant aussi de s'informer à plusieurs sources et de ne pas s'intéresser qu'aux choses qui viennent directement de notre milieu, de notre habitus culturel. Ou sinon, on a une vision en vase clos avec des œillères. Bon, bah, c'est pas tellement ma vision des choses, en histoire et en politique aussi d'ailleurs. Je suis plutôt, pour ma part, favorable aux logiques de rassemblement, tant qu'il est possible de rassembler, puisqu'on ne rassemblera pas tout le monde. Je précise qu'on ne rassemblera pas les gens qui ne veulent pas se confiner et qui font les imbéciles en scooter. C'est évident que c'est des gens qu'on ne rassemblera pas, qui de toute manière ne veulent pas se rassembler avec nous. Et puis je lis aussi des bouquins comme, ça c'est Portrait d'un homme que j'aime bien, Léon Gambetta, éphémère président du Conseil en 1880, me semble-t-il. Mais surtout, c'est pas la présidence du Conseil de Gambetta qu'on retient. Présidence du Conseil qui avait été appelé son grand ministère, parce qu'il était question que Gambetta soit président du Conseil, on dirait Premier ministre maintenant. Depuis 10 ans, moi, on en parlait, puis ça se faisait jamais. Donc on disait, ça sera le grand ministère de Gambetta. Le grand ministère de Gambetta, il a duré que quelques mois. Mais surtout, Gambetta a été l'homme du gouvernement de la Défense nationale durant la guerre franco-prussienne, c'est-à-dire la guerre contre... c'est pas que la guerre contre la Prusse, c'est la guerre contre la Confédération germanique, en réalité, dans ce qui a précédé l'Empire allemand. Guerre que nous avons perdue, guerre qui a entraîné à la fois le drame et l'épopée de la Commune de Paris. Gambetta était un des hommes importants de cette période. Gambetta, qui ensuite, dans les idées qu'on disait opportunistes à l'époque, pas opportuniste au sens du mot maintenant, je suis on dirait de quelqu'un de manière péjorative, c'est un opportuniste. Non, l'opportunisme, c'était une forme de, si vous voulez, de subsidiarité, de faire les choix politiques au moment opportun, d'avoir une vision progressive des mesures à apporter, en l'occurrence des mesures pour que le pays petit à petit se républicanise. Gambetta est, de par sa sensibilité opportuniste, comme on disait à l'époque, est un des hommes qui a enfanté le radicalisme en France. Donc la pensée radicale, qui aujourd'hui est représentée par le Parti radical, qui à la fois ne pèse plus grand-chose et est bien loin de ses idéaux initiaux, mais qui, au XXe siècle, a été représenté par des hommes comme Mendès France, un peu plus tôt, à la fin du XIXe, par des hommes comme Georges Clemenceau, comme Spuller, comme Gambetta. Ça fait partie des grandes familles politiques françaises, de ces grandes familles républicaines. Je ne prends pas tout de Gambetta, mais il y a des choses intéressantes. Naturellement, moi de sensibilité, je suis plutôt bonapartiste. Donc il y a une forme de contradiction entre l'intérêt que j'ai pour la pensée de Napoléon III, notamment sur la question sociale. Pensée qu'il théorise dans l'extinction du paupérisme. C'est un des premiers textes sur la question sociale. Il y a forcément une divergence entre cette pensée de Napoléon III et la pensée de Gambetta, lequel, naturellement, est anti-bonapartiste. Mais enfin, il y a des convergences, je pense. Il y a une convergence, en tout cas, que ce sont deux grands hommes d'État de la fin de la seconde moitié du XIXe siècle. Alors, ce n'est pas des hommes d'État d'une importance égale entre un empereur et un ministre. Mais enfin, c'est quand même des figures de notre histoire de France, de notre roman national. Là, encore une fois, ne nous contentons pas
de regarder dans notre couloir, si vous voulez. Moi, je ne regarde pas en politique et dans les jugements que je peux apporter sur les faits historiques, je ne regarde pas dans mon couloir. Je regarde dans mon couloir, bien sûr, mais j'essaie de voir aussi ce qui se passe ailleurs, et de puiser aux influences diverses, influences philosophiques, politiques, pour rassembler le meilleur. Gambetta fait partie de ces hommes, et c'est toujours un plaisir de lire ce type de biographie. J'ai aussi, je dois le dire, une passion pour les biographies politiques. C'est vraiment quelque chose que j'aime lire. J'aime bien aussi écrire des notices biographiques. C'est vraiment un exercice intellectuel qui est intéressant. Donc Gambetta fait partie de mes compagnons. Lui qui fut, selon son expression, commis voyageur de la République dans les premières années de la Troisième République, où le fait d'être républicain n'allait pas de soi, puisque eh bien, nous avions, et c'était légitime à l'époque, une majorité conservatrice, surtout dans les campagnes. Les gens étaient royalistes de cœur, ou avaient dans leur souvenir la grandeur de l'épopée napoléonienne, pour ceux qui avaient connu le début du XIXe siècle, laquelle épopée s'est un petit peu maintenue sous le Second Empire. Donc il n'était pas évident d'être républicain, à part à Marseille, à Lyon et à Paris. Et donc Gambetta a participé de ces nouvelles dynamiques sociales et politiques à la fin du XIXe siècle. Lui qui a parlé des couches nouvelles de la société, comme d'un électorat auquel on devait s'adresser. Lui aussi qui a fait ce discours qui est assez connu en politique, s'adressant, je crois, à Lille durant la campagne législative de 1877, s'adressant indirectement au président MacMahon, président de la République monarchiste, en lui disant « Vous devrez bien, à la fin, vous soumettre ou vous démettre ». Cette phrase, elle est assez connue dans le jargon politique, on entend ça de temps en temps sur les plateaux de télévision, où on le voit écrit dans des livres politiques. On ne sait pas forcément d'où ça vient, ça vient de Gambetta. C'est l'héritage du gambettisme. Voilà, mes chers amis. J'ai reçu quelques commentaires là en direct que je me permets de lire. Julius Babylona qui me dit comment peut-on... En gros, je traduis en des mots qui sont moins hostiles au gouvernement, qui sont moins injurieux pour le gouvernement, même si on peut comprendre l'hostilité légitime qu'on a vis-à-vis de messieurs Macron et Philippe. Julius me dit en gros comment peut-on obéir à ce gouvernement. C'est vrai qu'on peut se demander. Si après la crise, si après le mouvement des Gilets jaunes, après la crise du coronavirus, comment pourra-t-on agir dans la cité pour que les idées du peuple soient véritablement respectées? Moi, je pense que le vote, le suffrage universel, sont encore une des manières représentatives, normalement, de faire valoir les intérêts vitaux du peuple français. Comme de tous les peuples d'ailleurs, même si les peuples peuvent avoir et ont leur propre rapport à la démocratie, etc. Et je ne cherche pas à les juger pour cela, mais je pense que le vote, le suffrage, qui est universel, c'est une chance, est important. Et que, sans aller dans des propos qui soient un peu des propos de boutique, ou des propos partisans, des propos qui m'intéressent au premier plan, je pense que si les élections municipales sont refaites de zéro, ici comme ailleurs, eh bien, il faudra revoter, il sera nécessaire de revoter. Notamment et surtout ceux d'entre vous qui sont électeurs du Rassemblement national. Si vous voulez donner un maximum de chance à Marine Le Pen et à nos idées en 2022, il va falloir voter si les élections sont refaites à l'automne ou à l'an prochain. Ça me semble le b.a.-ba, le premier geste que vous puissiez faire. Si vous voulez qu'on perce ce plafond de verre, lequel plafond est quand même assez haut maintenant, 11 millions de voix, il y a 11 millions de Français qui lui ont fait confiance à Marine Le Pen. Si vous voulez dépasser ce plafond et aller vers la victoire finale, un geste simple, c'est eh bien, donner 5 minutes pour les 5 prochaines années, en gros. Ou 6 minutes pour les 6 prochaines années. Les mandats municipaux sont de 6 ans. Enfin, donnez quelques minutes de votre temps pour que vos intérêts soient
représentés dans les 6 prochaines années. Et ce que représentés au sens propre, c'est-à-dire avec des élus au conseil municipal. Les élus au conseil municipal de Saint-Nazaire, les élus du RN, Stéphanie Sutter, Jean-Claude Blanchard et moi-même, depuis 6 ans maintenant, nous avons représenté vos intérêts, avec nos tempéraments propres, nos sensibilités, nos parcours politiques propres. Mais il y a quelque chose qui n'était pas propre qu'à chacun d'entre nous, mais propre à la totalité de nos élus, nos 3 élus, c'est qu'on avait sur les grands sujets une même vision sur ce qui devait être défendu à Saint-Nazaire ou ce qui devait être combattu à Saint-Nazaire. Voilà, c'est ce qu'on a fait pendant 6 ans. Et nous aspirons naturellement à le refaire, quel que soit le résultat de cette surprenante élection du 15 mars. Le camarade de Nantes, Jean-Pierre Jacob, qui me passe le bonjour, je lui renvoie son bonjour, j'espère que tu vas bien, Jean-Pierre. Jean-Pierre qui nous a aidés pour la campagne municipale, qui nous aide depuis 1 an, notamment à ce qu'on appelle le DPS, Département Protection et Sécurité. Nous avons au Rassemblement National, c'est notre particularité, un service de sécurité qui toujours... C'est rare, vous savez, les partis maintenant qui ont des services de sécurité. C'est plutôt ça se fait plus tellement. Je pense que par exemple, le République En Marche, ils ont des boîtes de sécurité privées. Nous avons un service de sécurité privé qui fait la sécurité, mais qui aussi est très apprécié des militants. Saint-Nazaire, mais comme partout en France. Parce que ce sont des gens qui sont les gens du DPS sont des gens qui sont naturellement humbles, sont des gens qui n'ont comme idéal que leur mission de protection et de sécurité, qui font ça avec discrétion, sans fanfaronner, mais qui assurent la sécurité de nos réunions publiques. Sans leur présence, il n'y aurait pas tellement de sécurité, il y aurait sans doute plus de problèmes d'insécurité dans nos réunions publiques. Et leur mission n'est pas facultative, puisque... Enfin, la mission est importante, puisque, me concernant dans ma campagne municipale, et je pense que c'est le cas de certains autres candidats un peu partout en France, j'ai quand même eu des réunions qui ont été perturbées. Hein. J'ai eu une réunion au Petit Caporal qui a été attaquée par une quarantaine de militants d'extrême gauche. Donc si le DPS n'avait pas été là, bon, ça aurait été embêtant. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Et c'est des choses qui se reproduisent pas de réunion en réunion, mais régulièrement comme ça. Donc les gens du DPS font partie de notre manière dont nous, militants du Rassemblement National, envisageons la politique. Voilà. On ne fait pas appel à des boîtes de sécurité privées pour faire la sécurité de nos réunions publiques. Ce sont des gens qui viennent de nos rangs. Jean-Pierre qui me dit, l'autre Jean-Pierre qui me dit bravo. Merci Jean-Pierre. Et Daniel Sorio, bonjour, des nouvelles de votre père. Oui, parce que mon père, Christian Boucher, que vous connaissez peut-être, a été, lui, directement concerné par le coronavirus, puisqu'il était infecté, je pense vers le 18 ou 20 mars, et en tout cas, il était hospitalisé le 29, aux urgences de Nantes, à la suite à la fois d'une forte fièvre, puis ce qu'on appelle, puisque maintenant on n'est pas spécialiste, mais enfin on a tous des mots de jargon, je crois que ça s'appelle le syndrome de détresse respiratoire aiguë, me semble-t-il. Je ne voudrais pas dire de bêtises, SDA. Voilà, c'est ce qu'il avait mon père, donc à la suite de ça, eh bien, il a été hospitalisé, mis sous coma artificiel pendant à peu près 2 semaines. La situation était critique, mais enfin la situation est bien rétablie depuis 10 jours à peu près. Bon, tout à fait sorti d'affaire. Il s'est réveillé vers le 12-13 avril. Ces jours ne sont absolument plus en danger. Maintenant, ce qui
étonnant. Alors, les gens réagissent diversement, vous savez, aux symptômes de cette maladie. Certains sont asymptomatiques, 80% des malades, me semble-t-il. Et puis les 20% autres ont des symptômes très divers. Hein. Bon, mon père a eu les pires. Bon, le fait qu'il a eu quand même cette période de réanimation sous respiration artificielle, sous coma artificiel, fait que pendant plusieurs jours, avec les sédatifs et les calmants, il était vraiment... il était sorti d'affaire, mais vraiment dans un semi-coma, quoi. Enfin, dans une torpeur, quoi, dont rien... ne parlait plus, ne s'alimentait plus, etc. Bon, ça a duré 3-4 jours, et puis là, depuis une semaine, bon, la situation est normale, il y a juste maintenant un tout petit peu de rééducation physique, et il pourra sortir, non pas mardi dernier, comme j'ai pu dire un certain nombre d'entre vous par un excès d'optimisme, je m'en excuse, mais il sortira a priori avant le 30 avril, donc dans les 4-5 prochains jours normalement, il sera de retour chez lui. Merci en tout cas pour les messages de sympathie, de soutien que j'ai reçus par centaines, me semble-t-il. Au moins, je dû recevoir au moins 200. J'ai essayé de répondre à tout le monde. Je n'ai pas encore répondu à tout le monde. Des commentaires sympathiques, notamment, et ça m'a touché, de Jordan Bardella, de Gilles Pénel, de mes camarades militants du Rassemblement National ici à Saint-Nazaire, de gens que je connais beaucoup moins bien, qui sont pas des inconnus, mais des gens comme ça, que je connais vaguement, qui ont manifesté leur sympathie, des gens que je connais un peu mieux, comme Pascal Gallin, par exemple, différents... Gilles Ardina, des conseillers régionaux RN un peu partout en France, comme ça, qui m'ont témoigné leur sympathie. Je suis très sensible, et je vous remercie de vos messages, naturellement, ça fait plaisir. Et Léonore Revel aussi, naturellement, qui, quotidiennement, ou parfois plusieurs fois par jour, m'a demandé comment allait mon père. Voilà, je suis très sensible à ces marques de sympathie. Mais mon père est tiré d'affaire. Comme beaucoup de Français, heureusement. Mais il y a quand même eu 20 000 morts, me semble-t-il, pour l'instant, dans cette crise du Covid en France. Donc, encore une fois, et sans faire de politique partisane ou politicienne, certaines choses n'ont pas été bien faites, certaines choses devront être repensées, et un certain personnel politique devra être, comment le dire autrement, dégagé. Il devrait y avoir du dégagisme, pour reprendre une formule qui avait été consacrée durant l'élection présidentielle de 2017, il devrait y avoir du dégagisme contre l'équipe Macron-Philippe-Véran. Hein. Et donc, collectivement, nous devons aboutir à ce résultat à l'élection présidentielle de 2022. Nous avons une carte à jouer pour ça, qui est quand même la carte Marine Le Pen, qui n'est pas négligeable. 11 millions de voix, score amélioré, jusqu'à la victoire. Voilà, que dire d'autre? J'ai pas tellement eu plus de questions que ça. J'arrive pas à me relire en plus, c'est ça qui est terrible. Ceux d'entre vous qui me connaissent savent que j'ai une écriture, comme on dit, écriture de médecin, c'est illisible quasiment. Alors, normalement, moi j'arrive à me relire, mais là j'arrive pas à me relire. On me demande comment je vis. Oui, d'accord. Ça, je l'ai déjà dit, comment je vis le confinement. Ah oui, je voulais dire ça. Moi, je vis le confinement, je dis ça en blaguant un peu. Moi, je vis le confinement comme quelqu'un qui me confine, comme 99% d'entre nous. Nous avons vu des gens à Villeneuve-la-Garenne qui ont refusé le confinement, qui ont fait les marioles en scooter et qui maintenant sont dans un état de santé gravissime. Bon, ce n'est pas de la responsabilité de la police, cette affaire-là. Hein. Et ceux qui se mettent en danger, se mettent en danger. Ils n'ont pas accusé ensuite la police ou les services de santé ou qui que ce soit. Nous devons tous collectivement avoir des comportements responsables. Quand on nous dit de nous confiner, même si c'est le gouvernement Macron-Philippe qui nous le dit, et nous ne le portons pas dans notre cœur, a priori, eh bien nous sommes confinés.
Donc je vis le confinement comme vous tous, comme quelqu'un qui me confine et qui respecte les règles. Et puis pour conclure, comme beaucoup de gens, j'ai été affecté par 2 disparitions. Christophe, dont je confesse que je ne connaissais pas tellement, mais j'ignorais même que c'était l'auteur des mots bleus. Enfin, les mots bleus, je connaissais bien, par contre, c'est une chanson que j'aime bien, qui nous rappelle à tous sans doute enfin, beaucoup de Français ont un rapport personnel, affectif à cette chanson. Bon, moi, c'est une chanson que j'aimais bien, donc, sans savoir exactement qui était Christophe, que c'était l'auteur des mots bleus, le fait que l'auteur des mots bleus disparaisse, ça me fait un petit chagrin au cœur, comme beaucoup de gens, je pense. Et puis il y a une disparition qui m'affecte aussi, c'est celle de Philippe Naon, quelques jours après Christophe, que nous connaissons à Saint-Nazaire, Philippe Naon, puisque c'était un des acteurs du Poulpe. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le Poulpe, c'est un film de 1998, qui a cette particularité pour nos autres Nazériens, d'avoir été tourné à Saint-Nazaire. On reconnaîtrait bien le port de Saint-Nazaire, le chantier naval en général. Je pense même de me souvenir que l'hôtel de ville est filmé. Alors Saint-Nazaire n'est pas Saint-Nazaire dans ce film, ça s'appelle Angerno. Mais la ville dans laquelle se passe l'action, ce film où joue Philippe Naon, c'est Saint-Nazaire. On voit d'ailleurs qu'il y a des intrigues politiques entre ce qui doit être l'équivalent du Rassemblement National, enfin du Front National dans le film, et puis la gauche. Et puis c'est un film plus ou moins policier, hein, issu des romans Le Poulpe, plus ou moins avec des intrigues policières, de corruption, etc., qui se passent dans une ville industrielle moyenne. Et donc, ça m'a fait notamment pour cette raison, mais j'avais vu aussi Philippe Naon dans Kaamelott, c'est tout un autre sujet, mais parce que je l'avais vu dans le Poulpe, c'est quelque chose qui m'a chagriné aussi un petit peu. Naon, dans ce film, joue un patron de bistrot, un des patrons de bistrot. Il est crédité, je crois, sous le nom de patron de bistrot numéro 2, parce qu'il y en a plusieurs. Voilà, c'est des dialogues assez savoureux sur les contrepétries, je crois, les fantaisies sémantiques, comme il est dit. Vous verrez, vous pouvez chercher sur YouTube Philippe Naon, le Poulpe, vous verrez de quelle scène je parle. Voilà, j'ai une question aussi pour conclure de Dominique. Bonjour, question technique, quel bilan tires-tu de la campagne d'appel et de SMS au municipal, cordialement? Un bilan mitigé, certainement, parce qu'elle a contribué à nous faire connaître. J'ai l'impression que je peux pas avoir de certitude dans la matière, ce serait bien complexe. J'ai l'impression que bizarrement d'ailleurs, que les textos ont été beaucoup mieux perçus que les appels. Bon, pour moi le texto était beaucoup plus neutre, alors que dans l'appel que nous avons passé, je précise pour ceux qui ne suivraient pas, nous avons passé à peu près 17 000 appels à Saint-Nazaire quelques jours avant l'élection pour évoquer notre projet en termes de sécurité, notamment notre volonté d'augmenter les effectifs de police municipale, de les armer, de les doter d'une brigade canine et de repenser le système de vidéoprotection. Bizarrement, les appels ont moins bien marché, ont moins bien été perçus que les textos. Je n'ignore rien du fait, je ne veux pas faire semblant je ne veux pas faire croire que je ne comprends pas de quoi il est question. Hein. Je n'ignore rien du fait que ces appels ont été mal perçus par un certain nombre de Nazériens. Mais il faut dire aussi qu'il a été bien perçu par un grand nombre d'autres, qui m'en ont parlé dans les jours qui suivent. J'ai souvenir de conversations que j'ai eues notamment au marché de Pertuchot à ce sujet. Des messages aussi que j'ai reçus, des messages de soutien. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? J'en ai perdu le fil de ma pensée. Ce n'était pas le but premier, mais enfin, le but premier étant de faire connaître notre programme, mais cette campagne d'appel et de texto a aussi permis de faire connaître notre campagne dans les derniers jours de campagne. Plus personne ne pouvait dire qu'il ignorait que le Rassemblement National se présentait à l'élection municipale. Donc Dominique a un bilan mitigé.
Si ta question est aussi de dire est-ce que je le referai, enfin je réponds là pour le coup à une question que tu ne me poses peut-être pas, mais a priori non, je ne le referai pas, avec le recul des aspects positifs et négatifs de cette démarche et de ce dispositif. Il y a des aspects positifs, mais il y a eu incontestablement des aspects négatifs. Je suis plutôt, ceux qui me connaissent le savent, et ceux qui me connaissent moins le sauront, j'espère, à force de me connaître. Je suis plutôt quelqu'un qui, après une épreuve, quelle qu'elle soit, et cette élection a été une épreuve, hein, parce que ça n'a pas été facile, essaie d'avoir une introspection. Pas un discours négatif, mais enfin voir ce qui allait dans toute démarche, ce qui a été positif, ce qui a été négatif. Et sur ce qui a été négatif, ou moins positif, trouver des axes d'amélioration, comme on dit, dans le marketing, me semble-t-il. Je ne suis pas très fan des techniques de marketing, mais enfin des axes d'amélioration, on en trouve toujours, si on se donne le mal. Et puis, bah, du coup, alors vous me posez les questions juste quand je conclue, mais je vais y répondre de bonne volonté. Monsieur Le Breton, c'est pas le Monsieur Le Breton auquel on pense, hein, qui est notre brillant député européen que nous nous satisfaisons d'avoir réélu l'an dernier et que nous accueillons à Saint-Nazaire avec plaisir tous les ans à la fête de l'industrie. C'est pas ce Monsieur Le Breton là qui me demande: tu ne contestes pas le résultat des dernières élections, étant donné que grand nombre de sympathisants du RN, donc je suppose, n'ont pas été votés vu le contexte. Non, je ne le conteste pas, enfin je le conteste pas. Je ne le conteste pas sur un plan juridique, puisque j'estime que, en toute probabilité, les choses feront que ces élections seront refaites de zéro, c'est-à-dire premier tour compris, et que nous aurons les capacités alors de montrer qui nous sommes, à la fois les hommes qui composent cette liste, les hommes et les femmes, et puis les idées de cette liste et les valeurs de cette liste. Parce que moi j'en ai ras-le-bol qu'on nous dise qu'on n'a pas de valeur, et notamment qu'on... c'est pas le sujet, mais qu'on s'écarte des valeurs républicaines, moi j'en ai ras-le-bol de ce discours. Donc ce sera l'occasion de montrer à ceux qui sont en face de nous ce que nous valons. Donc je n'ai pas contesté sur un plan juridique, je pense que tu me demandes par un recours administratif, au tribunal administratif, ces élections, parce que je suppose, pour deux raisons, je suppose qu'elles seront refaites, ces élections, enfin pour trois raisons, exactement. Parce que malgré tout, malgré sa subjectivité, j'accepte une grande partie du résultat du premier tour, à savoir que sans doute des choses sont à améliorer, et que on a perdu plusieurs points à ce premier tour de scrutin, mais enfin on n'a pas non plus perdu 10 points a priori. Hein, je pense que je suis pratiquement certain qu'on aurait été au-dessus des 10%, donc le seuil d'éligibilité, seuil à partir duquel nous avons des élus au conseil municipal, mais je suis lucide aussi sur le fait que, eh bien, certaines choses sont sans doute à améliorer. Donc je n'ai pas contesté pour ça. Et troisième raison, je n'ai pas contesté parce que après l'élection tout de même, et compte tenu du contexte de crise, j'ai aussi estimé qu'il était nécessaire de s'astreindre à une certaine forme de silence dans son expression publique, de ne pas être dans une logique politique, enfin politicienne ou partisane. Certains ont fait des recours, ce n'est pas ma position. J'ai confiance. Si les choses sont faites correctement, les élections seront refaites. Si les élections ne sont pas refaites, nous aurons manière et matière à continuer notre action politique au service des Nazériens. Et nous serons présents aux élections, comme d'accoutumé. Ça ne va pas être la fin du Rassemblement National à Saint-Nazaire. Je le précise, même si tu ne me poses pas la question, je le précise à ceux d'extrême gauche qui, je pense, me regarderont. C'est pas fini. Nos idées seront encore défendues à Saint-Nazaire, n'en doutez pas. Et puis je crois que j'avais une dernière question que j'ai perdue. Oh, c'est bête ça. Est-ce que vous m'avez posé les questions sur ma page et mon profil?
Si je ne les retrouve pas, je conclurai, mais j'essaie de les retrouver, j'essaie de répondre à toutes les questions. Bon, je ne les retrouve pas. J'ai une réponse de Jean-Pierre Jacob qui me dit « Heureux que ton père aille mieux bah, ». J'en suis heureux aussi, Jean-Pierre. J'ai eu plaisir à apprendre que tu vivais ton confinement pas trop mal. Voilà. Bon, c'est pas génial comme expérience, mais je pense que certains le vivent beaucoup moins que nous. Beaucoup moins bien que nous. Moi, je vis dans 30 mètres carrés. On en pense ce qu'on veut, c'est déjà pas mal, je pense, par rapport à la situation de beaucoup de gens. Mon appartement n'est pas surexposé à la chaleur ou à des problèmes des problèmes sonores. Bon, c'est déjà, je crois, un privilège par rapport à des millions de gens en France. Donc, ayons aussi une pensée pour ceux qui vivent sans doute plus mal que nous le confinement. Et une pensée aussi, bien sûr, au premier chef pour ceux qui aident les services de santé à endiguer cette pandémie. Alors, bien sûr, le personnel hospitalier, les urgentistes, les brocardiers, tous ces gens-là, nous devons les avoir dans nos cœurs. Et même s'ils ne l'entendent pas directement, c'est utile. Je pense que nous les applaudissions chaque soir à 20h. Hein. Moi, j'avoue que je n'avais pas prêté plus d'attention que ça, mais j'ai fini par applaudir moi aussi à 20h, quand j'ai vu que dans mon quartier, un certain nombre de gens le faisaient. Donc, ce sont les petites choses infimes qui mises bout à bout, comptent. J'ai retrouvé la deuxième question. Ouais, il y a une nouvelle question maintenant. Enfin, c'est pas une question, c'est un commentaire. Merci d'avoir parlé de la DPS. Bah oui, bah, tu sais, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Merci pour les nouvelles. Je t'en prie, c'est Daniel Souriau. Et puis une dernière question que j'ai perdue, voilà, j'ai retrouvé. Que penses-tu de la position de Sébastien Chenu, donc député Rassemblement National du Nord, sur le filtrage des portables? Ben, je pense qu'il ne faut pas... Je pense qu'il faut avoir une vision circonstanciée de ce problème. Voilà, je suis sur la position de Sébastien Chenu du Rassemblement National. Pas de flicage, mais pas de naïveté. Et il est nécessaire que nous ayons tous des comportements qui, collectivement, soient le plus conformes aux exigences de sécurité et de santé publique. Donc cette position, je n'en pense que du bien. Je pense globalement du bien de ce qui a été fait, sans excès mais sans mollesse, par le Rassemblement National depuis ces dernières semaines. L'expression publique du Rassemblement National a été d'une clarté et d'une qualité que je ne retrouve pas dans le reste du personnel politique, ça vous l'avez bien compris. Bon, Sébastien a aussi fait un communiqué beaucoup plus récent, puisqu'il date d'aujourd'hui, sur l'impact du Covid sur l'activité hôtelière et de restauration. Parce que naturellement, ça aura un impact économique terrible, hein. Pas que sur le PIB, mais sur les secteurs, plus particulièrement les secteurs qui, depuis le 17 mars, enfin même avant, depuis le 13 mars, je crois, sont directement affectés par cette crise. Lisez le commentaire de Sébastien si ça vous dit, c'est à la une du site du Rassemblement National, rassemblementnational.fr. Le commentaire, le communiqué, pardon. Voilà, bah écoutez, j'ai encore une question, c'est pas une question, c'est un commentaire. Jean-Pierre Bonnel, content que ton père se rétablisse, tu es très bien, merci Jean-Pierre. C'est gentil. Parmi les petites choses désagréables qu'on n'a pas fait durant ce confinement, c'est fêter ton anniversaire, qui était le 31 mars. Bon, bah, on fera quelque chose de mieux une fois qu'on sera tous déconfinés. Ce sera l'occasion de retrouvailles militantes. Voilà, chers amis, merci de votre écoute, de vos commentaires, de vos questions, de vos remarques. C'est pas un exercice que je sais pas si je le renouvellerai. J'avais fait un direct comme ça il y a 3 ans pour l'élection législative. J'en avais pas refait parce que bon, c'est pas forcément une forme d'expression que je privilégie, je suis plutôt quelqu'un de l'écrit. Mais c'est intéressant et intelligent de faire des choses un peu interactives parfois.
Même s'il n'y a pas non plus des dizaines de questions, mais il y a eu des petits échanges informels comme ça. Depuis là où je suis confiné, le centre-ville de Saint-Nazaire. Voilà, merci de votre écoute, et puis écoutez, j'espère à bientôt. J'espère à bientôt, et puis j'espère surtout que la France sortira le plus indemne possible, et le plus grandi possible de cette crise. Qu'au moins cette crise, malgré les malheurs qu'elle cause, qu'il y ait malgré tout des choses positives. Et une manière peut-être au-delà du champ politique, au-delà du fait de repenser la politique, d'améliorer la manière de défendre les intérêts des Français, et bien de repenser un peu nos vies sur des modalités qui soient un peu plus douces. Voilà. Il y a eu des choses positives dans cette crise en termes de pollution industrielle, par exemple, ou le fait qu'on constate que la vie sauvage reprenne un peu ses droits en périphérie des grandes villes. Bon, ce ne sont pas que des choses négatives. Je suppose qu'en toute crise, il y a des choses qui sont positives. Puis on verra de quoi demain sera fait, mais j'espère que la France, puisque je suis comme ça de tempérament, je pense aux Français d'abord, j'espère que la France s'en sortira le plus indemne possible. Et que vous tous, eh bien, vous serez le moins affectés possible par cette crise. Voilà, merci de votre écoute encore une fois, et puis bonne fin de confinement à tous, et bon courage et bonne chance à tous. Merci.